Je vous remercie d'être là. Je vous rappelle qu'Embarcadère, c'est 5 jours de rencontres, de débats qui ont lieu donc aujourd'hui, demain, après-demain, ici à la Galerie Maubec, mercredi prochain, et le samedi 28, ce sera à Hénande, avec la rencontre il y aura 15 poètes présents, une déambulation poétique de prévue, des tas de belles choses à voir et à écouter. En tout cas, pour l'instant, nous sommes en compagnie de 2 Américains, enfin il y en a un qui ne l'est qu'à moitié. C'est Philippe Skoll, qui est éditeur, traducteur, écrivain lui aussi. D'essais normalement, hein, vous avez de fiction aussi, réalisateur aussi, enfin un homme de multiples talents. Et à ma droite, Court Tidmore, qui est donc romancier américain, qui vit actuellement en Irlande et qui a donc écrit ce recueil de nouvelles qui s'appelle en français Fatalité. Alors, les éditions Taos, Philippe Skoll, vous dites Ross et féroce, c'est un peu votre motto, votre devise, votre marque. Pourquoi tant de cruauté, Philippe? Pourquoi êtes-vous Ross et féroce? Et puis vous pourrez poser la question en la traduisant à Court. So she's asking me why my... Est-ce que vous m'entendez bien tous? Il faut vraiment parler dans le micro. Parler dans le micro. Là, vous collez, voilà. She's asking me why my publishing company is called the motto is ferocious, you know. So I have to answer this. Excusez-moi, hein, je fais un petit peu de traduction pour Kurt pour qu'ils ne se sentent pas isolés tous. Alors, non, on n'est pas Ross et féroce, c'est pas nous qui sommes Ross et féroce, hein, ce sont les textes qu'on nous propose. Et moi, j'ai demandé que ce soit ce genre de texte parce que j'ai longtemps cru qu'on ne faisait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Et récemment, Philippe Besson m'a détrompé, il m'a dit si, il m'a mentionné quelques auteurs qui font de la bonne littérature avec des bons sentiments. Il se trouve que, à titre personnel, moi j'aime bien la littérature un petit peu agressive, méchante, ironique, etc. Et je me suis dit, ce serait mieux de publier des gens qui sont un petit peu dans mon espace mental. Donc chez nous, on ne publie pas du tout de ce qu'on appelle en bon français le feel-good literature, la littérature du bonheur en quelque sorte. Voilà, beaucoup de gens le font, ils le font très bien. Je crois qu'effectivement on peut faire de la bonne littérature avec des bons sentiments. Je pense que ce qui nous manque un petit peu en ce moment, c'est une littérature un petit peu qui met les pieds dans le plat, qui remue notre confort moral un petit peu, et qui dit les choses crûment, quitte à lancer des polémiques et des débats. Et c'est ce qui nous manque pour faire vivre un petit peu le monde littéraire actuel, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Alors, je pense que vous ne vous trompez pas parce que, et on s'est bien trouvé, puisque Embarcadère, c'est sous-titré des livres et des vagues. Et je voulais le rappeler, les vagues, c'est pas seulement les vagues du bord de mer, mais c'est aussi, comme tu le rappelais, des écrivains qui font des vagues, qui lancent des pavés dans la mare et qui nous alertent sur des problèmes sociaux avec leur regard singulier. Ouais, c'est ça. Alors, on va peut-être commencer par présenter le recueil de Court. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Court Tidmore, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. I'm trying to introduce who you are and how we met. Il se trouve que notre fille faisait des études à la Cork School of Music en Irlande, une école de musique. Et puis, Kurt, ici présent, est également musicien de jazz, il joue du saxophone. Et donc, il faisait des cours avec ma fille. Et puis, se sont liés d'amitié, génération plus ancienne, une jeune. Et un jour, quand j'étais à Cork, elle m'a fait rencontrer Kurt. Et puis, incidemment, il m'a dit j'écris. Ah, tu écris? Envoie-moi ce que tu écris. Et il m'a envoyé ses nouvelles. Et là, j'en ai pris une grosse claque. Une grosse claque parce que Court Tidmore écrit très simplement des choses où il va très profondément dans la psyché humaine. Il a un regard distancié,
ironique et en même temps extrêmement empathique sur les gens. Et donc, quand j'ai lu ces nouvelles, je me suis dit, oh, là, je tiens un écrivain. Donc, je l'ai publié d'abord en anglais. Ce petit fascicule-là, qui s'appelle All the Things You Are, qui est d'ailleurs un standard de jazz, qui s'appelait All the Things You Are. La première histoire traite de musique, justement. Donc, on a publié ça. Merci beaucoup. Et puis, il m'a envoyé d'autres histoires, et d'autres histoires, et d'autres histoires. You churn out stories, you know, ceaselessly. Voilà. Et you send me stories constantly. Et voilà, à la fin, j'ai eu des piles d'histoires de Kurt Gilmour qui sont des nouvelles, plus ou moins longues, mais qui sont toutes. Bon, qui sont des claques dans la figure, il faut bien dire. Très bien écrit. C'est simple. Ça va droit au but. Il y a des expressions très drôles parce qu'il joue très bien Kurt Gilmour sur le doux amer, sur ce qui est à la fois drôle et tragique. Il est très très fort pour ça. Donc vous lisez un truc, enfin, un destin affreux, et tout d'un coup vous vous marrez parce qu'il y a une expression qui sort, on ne sait pas d'où. Et voilà, donc on a publié ça. Il m'a envoyé la seconde, une seconde histoire, enfin une série d'histoires qui s'appelle Skip Chaser. Alors ça c'est un peu compliqué à expliquer. Je ne sais pas si on publiera ça en France parce qu'il faudra expliquer ce que c'est un Skip Chaser. C'est quelqu'un, grosso modo, qui, comment dirais-je, quand quelqu'un est condamné aux États-Unis, il doit apparaître au tribunal. Et s'il n'apparaît pas, what happens when a perp does not appear in court? I'm talking about this. Yes. What happens if he doesn't appear? If he doesn't appear, the person who has posted his bond, the bail bondsman, loses his money. Yeah. He guarantees the person's appearance. If they think that he will not appear, if they think that the accused person will not appear, then he sends his employee, the skip chaser, to go and find the person and bring him to court. Yeah. Otherwise, he loses his money. Ouais, en quelque sorte, c'est une notion assez complexe. C'est quelqu'un qui garantit que la personne qui doit apparaître au tribunal, elle va apparaître. Et il y a de l'argent en jeu. Si la personne n'apparaît pas, la personne qui a garanti pour le coupable va perdre son argent. Donc vous voyez, c'est assez compliqué, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Bref, Kurt a écrit cette série d'histoires qui s'appelle Skip Chaser, auxquelles il a rajouté d'autres histoires qui sont plus dans la veine du premier. Donc Skip Chaser, c'est vraiment des histoires qui sont liées à des personnes qui doivent apparaître au tribunal. C'est dans la veine policière, mais c'est pas des histoires policières véritablement. Et puis les histoires qui suivent dans Skip Chaser ont trait plutôt à des personnes ordinaires. Et alors, pour en venir à ça, peut-être s'expliquer pourquoi on a 3 bouquins de Kurt Gilmour ici, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des histoires de All the Things You Are, j'ai pris quelques histoires standards de Skip Chaser et je les ai traduites. Et le point commun de ces histoires, c'est que toutes les personnes qui sont là sont des personnes qui sont confrontées à la violence ou à des choses horribles qui leur arrivent, malgré eux, et ce sont des personnes en fait sympathiques au fond. Mais c'est en fait l'histoire, c'est comment une personne ordinaire comme moi ou n'importe qui d'autre peut un jour être confrontée à des faits de violence et est obligé de répondre à cette violence ou d'être soi-même violent. Et c'est ça que Kurt Gilmour a bien, je pense, je ne sais pas si c'est ce qu'on attend de moi pour expliquer ça, c'est ça. Et la fatalité au pluriel, c'est en fait, vous êtes confronté à votre propre fatalité. I was trying to summarize the idea that we talked yesterday about how I chose a selection of these stories, and these stories, how ordinary people are confronted with violence or, I would say, a sad fate. Bad choices. Bad choices. Oui, il y a la notion de mauvais choix. Vous faites un mauvais choix dans votre vie et ça vous retombe sur le coin de la figure de façon assez abominable. Alors, c'est vrai que dans ces nouvelles, souvent très courtes, on trouve tout un éventail de sentiments. Il y a de la tendresse, il y a de la cruauté, parfois, il y a du désespoir,
Il y a de la ténacité, il y a vraiment des personnages incroyables. Et je voulais parler, peut-être, alors tu peux juste traduire ça pour Kurt, Oui, ou tu veux que j'aille jusqu'à la question? she more or less repeated what I was saying before about how these these ordinary people are facing. But she said something interesting. In your story, she says there is tenderness, there is empathy, there are nice feelings too. But there are also negative things that happen. Maybe you want to talk about that? I don't write about people that I don't like on some level. I don't write about people that I don't sympathize with. They make bad choices. They do foolish, stupid things. But I feel sympathy for them. I feel that I am like them. They are like me. This could be me. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on traduise ce qu'il vient de dire? Non, c'est bon. Voilà. Il ne peut écrire que sur des gens qu'il aime finalement. Même s'ils font, qu'il leur arrive, ou s'ils font des choses horribles, Alors, il aime. Voilà. je voulais justement parler d'un de ces personnages dans une des nouvelles, l'admirateur secret. C'est l'histoire de quelqu'un qui va faire un mauvais choix à un moment. C'est l'histoire d'une vieille fille un peu ridicule qui est à la garde d'un de ses neveux. Et l'histoire, c'est une vieille fille qui fait rire un peu la famille, tout le monde hausse les épaules en parlant d'elle parce qu'elle semble tout à fait inapte à la vie, incapable de réussir quoi que ce soit, elle s'est pas mariée, elle n'a pas un bel intérieur, c'est quelqu'un, vous voyez, ce genre de cousine pauvre dont on se moque un peu. Et puis, elle va se rendre compte que le petit-neveu, qui l'aimait beaucoup, qui avait beaucoup de tendresse pour elle, petit, parce que justement, elle était très, très tendre, son chichi, eh bien, elle comprend qu'il commence à avoir un peu honte d'elle. Et pour l'intéresser, elle va inventer une histoire qui va plonger toute la famille. Bon, j'en dis pas plus, mais voilà, elle va s'inventer juste, c'est le titre, un admirateur secret. Qui va évidemment susciter la curiosité de toute la famille qui n'en revient pas. Comment cette vieille fille qui ne ressemble à rien, qui n'a rien pour elle, peut d'un seul coup avoir une proposition de mariage d'un homme raffiné, etc. Je ne vous raconte pas la fin de la nouvelle parce qu'il faut absolument que vous le lisiez, mais la question que je voulais poser à Kurt, c'est: est-ce que vous avez de la tendresse? Quel regard vous portez sur cette vieille fille, hein? C'est quand même un personnage un peu ridicule, souvent moqué, surtout dans nos sociétés, les vieilles femmes, les vieilles filles non mariées. Et voilà, quel sentiment vous avez pour cette vieille fille? The basic question is, how do you feel about Ellie Gilbreth in Secret Admirer? Oh, I'm in love with her. She's a beautiful young woman who makes the mistakes that a beautiful young woman makes. I love her. Yeah, but in the story, she says that she has a proposition. Yes. So. Oh, in Secret Admirer. Secret Admirer. Sorry. Yes, well, I love her for sure. Yeah. She is one of my. She's not a beautiful young woman. No, I don't think so. She's not ugly, n'est pas laide. She was based Maybe she was before. on my great aunt, and who was a little strange, but a wonderful person when I was a child, and she traps herself by telling a story, and then she can't back away from her own story.
Ouais, elle s'enfer d'une histoire qu'elle a montée elle-même en fait. C'est ça, l'histoire est Il ne fascinante. faut pas en dire parce plus. que- faut pas en dire plus. Il ne faut pas en dire plus, Non. mais on voit comment le piège sur un Ouais. mensonge tout à fait innocent, alors pas du tout le genre de mensonge Non. dont on a parlé tout à l'heure, qui sont stratégiques, qui sont ciblés, qui sont intelligents. C'est vraiment quelque chose qu'elle dit comme ça en l'air pour intéresser un gamin, Et après, et dont elle va se retrouver totalement prisonnière. Et l'histoire est absolument géniale. Il faut vraiment que vous lisiez ça. Voilà. Alors, pour que vous vous rendiez compte du style de Kurt, je vous propose la lecture d'un extrait en français. Alors, c'est un peu l'histoire, c'est Plan de fugue en français. Je me souviens plus de The Course of True Love. Course of True Love, qui est une sorte comment dire, c'est une tragicomédie, c'est-à-dire c'est une sorte de réécriture de Roméo et Juliette, un peu, hein, de deux jeunes gens qui s'aiment, leur famille s'oppose à... Enfin, ça va pas être possible, hein, ils ne peuvent pas se marier, et ils prévoient une fugue, ils prévoient en fait de partir ensemble sans rien dire à leur famille, mais ça va pas très bien tourner pour ces Capulet et Montaigu à la petite semaine. Et je vous propose d'écouter un passage, c'est comme ça que vous vous rendrez compte du style limpide de Kurt. Le jour de la fugue était à nouveau froid et venteux. Avant l'aube, il y eut même quelques flocons de neige qui passaient devant la lumière de la lampe au pignon de la grange. Elia, qui était restée éveillée une bonne partie de la nuit, les avait regardés et avait essayé de mémoriser leur apparence, sachant qu'elle ne les reverrait pas de sitôt. Lorsqu'une rafale de vent frappa la maison et la fit craquer, elle réalisa aussi que ce bruit avait toujours été présent dans sa vie et qu'il allait maintenant bientôt lui manquer. Le soir précédent, ses parents avaient été d'humeur joyeuse, émettant des blagues, pinçant rire, accompagnés de clins d'œil espiègles. Ils étaient comme ça, réticents à sourire ou à verser une larme, mais ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Elle se rendit compte qu'elle devait parfois être une épreuve pour eux, avec toutes ses passions et ses humeurs. Mais bien qu'ils aient pu être sévères avec d'autres personnes, ils n'avaient jamais été durs en parole à son égard. Elle pensa à ce qui se passerait lorsqu'il découvrirait ce qu'elle avait fait. Elle irait à l'écurie pour surveiller son cheval, comme toujours le soir, et il se passerait bien 1 heure avant qu'ils s'aperçoivent qu'elle n'était pas rentrée. L'un d'eux sortirait alors pour voir ce qui n'allait pas et découvrirait le box vide. Elle imaginait ce qu'il penserait. Que pourrait-il penser? Et à quel point il serait paniqué? Et puis, lorsqu'il verrait le cheval revenir sans elle, il se précipiterait dehors, il trouverait le message collé à la selle. Elle avait rédigé ce mot encore et encore, essayant différentes formulations, cherchant celle qui ne les blesserait pas, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que tout ce qu'elle écrivait ferait mal. Elle allait à leur rencontre contre leurs conseils, contre leurs souhaits. Au bout du couloir, elle entendit une porte grincer et le frottement des pantoufles de sa mère se dirigeant vers la cuisine. Voilà, merci Laurence. Donc là, c'est le plan de fugue. Ces deux jeunes gens qui prévoient de s'enfuir ensemble. Alors là, je ne veux pas divulgacher, mais là aussi, la fin de la nouvelle est extrêmement surprenante. Et on ne s'attend pas du tout à ça, donc vous ne saurez pas quoi. Mais je vais quand même poser une question à Kurt. Est-ce que la réaction de ces jeunes gens est emblématique de la conformité sociale américaine? is the reaction of Ella and Harlan
in the course of true love, is their attitude, their behavior typical of conformity of the way people behave in the States, especially young people, trying to elope, that kind of things, you see. I think so. One of my sisters eloped. L'une de ses sœurs a fugué. D'où l'inspiration. They want to please themselves, but they're very conscious of she's very attached to her family, and he's very conscious that he's outside and wants to, do better, but they're trapped by their own youth, really. Yeah, and there's a difference in their social status as well. Il y a une Yes. différence de statut social entre la jeune fille, qui est une fille qui dans un ranch, les parents ont de l'argent, ils sont très classiques, etc. Le jeune homme, c'est un manuel, mais il est très honnête, il fait tout ce qu'il peut pour C'est un ramasser de fermier. l'argent en disant il faut que j'amasse de l'argent, sinon jamais ils vont me permettre d'épouser cette fille. Et donc ils ont déjà, dès le départ, il y a une telle différence, une telle marche sociale à grimper pour qu'ils puissent envisager de fuir ensemble. Oui, et ce que disait Claude, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils en sont très conscients au fond. Et c'est qu'il y a un piège, il y a l'amour entre eux, et en même temps, ils sont conscients l'un et l'autre de l'impossibilité de cet amour. D'une part, pour des raisons, c'est ce qu'il disait, sociales, parce qu'il y a trop de différences dans leur statut social, mais aussi par l'attachement, par la culture, l'amour qu'elle a pour sa famille. Et alors que lui appartient à un monde complètement différent. Et c'est ce qui va rendre l'histoire quasiment impossible. You wanted to say something about this particular story? I wanted to say that the only thing they really have in common is the physical attraction and the mental attraction. She in particular does not see the Social differences. Oui, tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont attirés l'un par l'autre, parce qu'ils sont jeunes, ils ont le même âge, et que finalement, ses parents ont commis une erreur terrible, c'est le début de la nouvelle où tu expliques ça. Ils voulaient absolument la protéger de ce genre de rencontres, et ils ont fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de l'emprisonner dans ce ranch et qu'elle ne rencontre personne. En fait, elle n'a pas fait ses armes, elle tombe amoureuse du premier venu. C'est un peu ça. Yeah, she explains why Ella, she's been too protected by her parents, and she doesn't live with reality. Yeah, exactly. She lives in a dream. Yeah. C'est une Madame Bovary américaine. In a way, oui, d'une certaine façon, oui. Alors, je trouve que il y a aussi beaucoup de nostalgie, je trouve. La nostalgie, je trouve que c'est un sentiment qui est très très présent dans tes nouvelles courtes. She says that if there is a lot of nostalgia in your books. Would you agree with that? I'm not sure nostalgia, but they are elegiac. Just yeah, they are. Nostalgia, I think, has no reality, and I try to be as real as I can. Qu'est-ce que tu entendais par nostalgie? Est-ce que tu parles des époques qu'il décrit peut-être? Ou Non, tu parles du passé je parlais beaucoup? du fait que beaucoup de ces personnages ont raté quelque chose dans leur vie et qu'ils ont des regrets, et qu'ils vivent avec des regrets. Et je trouve que beaucoup de ces nouvelles parlent du fait qu'il y a eu des rendez-vous ratés dans la vie, par mauvais choix, par pas de chance, par mauvaise synchronisation, des amours qui ne se sont pas faits, des réussites qu'on a frôlées. Voilà, je trouve que ça raconte beaucoup tout de même le poids des échecs sur la suite de la vie et comment on peut continuer à vivre
quand on a raté quelque chose d'essentiel. Yeah, she meant by nostalgia, she meant how people have missed something in their life, bad choices, regrets, a lot of regrets about what they should have done or what, and then now their life is in a way ruined, or it depends on those Well, choices. their life is not what they thought. Their life has changed, as all of our lives change with every decision that we make. Je trouve aussi que vous explorez la violence de l'Amérique des origines, par exemple, et ça on n'en entend pas beaucoup parler, peut-être un peu plus maintenant, mais je trouve qu'il y a une nouvelle qui est très frappante, c'est The Prairie Song, qui raconte justement, alors c'est une histoire complètement incroyable, c'est l'histoire de ces explorateurs du Far West, ces colons qui arrivent sans rien, et là c'est un couple qui cherche une terre à cultiver, qui cherche désespérément une terre, et qui avance de plus en plus vers l'ouest, et qui va avoir bien du mal à la trouver. Et là, c'est un espèce de huis clos entre le personnage principal et sa femme, un huis clos terrible dans une terre aride où quasiment très vite ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien à manger en fait, qu'ils sont foutus. Et on a pas mal parlé récemment, enfin on avait une certaine idée de la conquête de l'Ouest, après on a parlé des Indiens, mais là je trouve que ce qui est intéressant c'est le regard sur ce qu'ont vécu les colons, et notamment ceux justement qui n'ont pas réussi. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est la réussite de la colonisation avec la Constitution des États-Unis, avec cette gloire. Et vous racontez l'histoire de ceux qui ont échoué et qui ont souffert dans ce Far West. She's mentioning the Prairie Song. Alors, Prairie, il faut savoir que la Prairie aux États-Unis, c'est pas du tout un pré, un champ. Hein. Ce qu'on appelle les Prairies, c'est toute la région entre les Appalaches et les Rocheuses, qui les Américains ont appelé Prairie, ils ont mis le mot français. Toutes ces régions plates du Kansas et tout ça qui sont très plates, que les gens ont dû traverser pour aller trouver des terres. So she was talking about Prairie Song, and she said that it's some kind of how can I say, un huis clos. How would you say huis clos, Jenny? D'accord. Huis clos. Closed situation, yes. Where your two characters are trapped with their fate. Yes. Can you tell us about that specific story without giving us too much, in terms of, don't spoil it. The man is an immigrant from Germany who has come to the United States and has been working. And he hates it. He wants to have his own place. So he moves west. And when he gets there, it is not what he expects. And he cannot let go of the idea in his head that he went for. It's a story of an obsession. Obsession. L'histoire d'une obsession, véritablement. Ce personnage, German John, et vous verrez, c'est... Wow, ça... Faut pas trop raconter, c'est une histoire assez courte, mais alors là, ça ferait un excellent court-métrage de cinéma. It would be a great short film, that story, specific story. Yeah. It's particulièrement cruel, cette histoire, faut bien le dire. Hein. Yes, it Yeah, would it's be cruel. a short film. Yeah, a very short film, but yeah. And very frightening. Yeah, why did you... Excuse-moi, je reprends les mains, mais I would like to know, vous comprenez mes questions? Je lui demande pourquoi il a choisi ce thème-là de l'Ouest américain, parce qu'il n'en parle pas beaucoup. Yeah, it's the only story among all the stories I know from you that take place in the American West, like Far West story. The Old West. Yeah, is that story, it takes place in... Yes. Yeah, c'est vraiment une histoire du fin du 19e siècle. After the American Civil War, probably. Oui, voilà, on va dire à 1880 dans ces eaux-là. Ok.
Écoutez, moi, ce que je voulais, c'est proposer de nouveau à Laurence de nous lire le deuxième petit extrait qui est justement tiré de cette nouvelle. La femme de John avait été élevée dans une ferme et connaissait les risques d'une telle vie. Mais elle n'était pas aveugle à l'échec, pas plus qu'elle n'était aveugle au soleil impitoyable. Elle voyait la terre fine emportée jour après jour par le vent. Elle pouvait voir les côtes des chevaux étirer leur peau poussiéreuse comme des poteaux à travers la toile d'un tipi. Et elle voyait aussi le regard lointain de German John lorsqu'il s'asseyait près de la porte à la tombée de la nuit. Et enfin, l'un de ces soirs, alors qu'ils étaient assis là, elle répéta « Nous devons partir, John. Nous avons échoué. Tu dois l'admettre. » Il se retourna et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il tendit le bras vers elle et la frappa avec son poing aussi fort qu'il le pouvait, lui arrachant 2 dents et lui ensanglantant la bouche. « C'est la vérité, John !» lui cria-t-elle de là où elle était tombée. « C'est la vérité, c'est fini !» Lorsqu'elle se releva, il lui asséna un autre coup. Après qu'elle fut couchée, il s'assit, comme il l'avait fait chaque nuit, et au petit matin, après que les coyotes s'étaient tous après que les coyotes s'étaient tus et que les rapaces nocturnes avaient cessé leur chasse, il vit un nuage aussi lisse et blanc qu'une assiette venir au-dessus de l'horizon occidental et glisser lentement vers lui à la lumière des dernières étoiles. Il l'observa, suivant son passage dans le ciel, comme s'il s'agissait d'un navire transportant tous les membres de sa famille depuis la vieille Europe. Le matin, sa femme le trouva toujours assis, fixant un point vide sur l'horizon oriental, juste au sud du soleil levant. Elle avait décidé de ne plus lui adresser la parole. Elle passa par-dessus ses jambes allongées, elle se mit à l'ouvrage, mais en fin d'après-midi, alors qu'il était encore figé au même endroit, elle finit par dire « John, il n'y a rien à manger. Le dernier morceau de porc s'est avarié à cause de la chaleur et il ne reste presque plus de raisins ni de prunes. » Alors, il se contenta de la regarder, notant son visage tuméfié et le trou entre ses dents. Et c'est un passage assez terrible. Et là, Côte, ce qui me frappe, c'est l'ambivalence du personnage que vous cernez. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnages ambivalents, c'est-à-dire qui peuvent être à la fois courageux, on admire leur courage, leur ténacité, et en même temps, ils peuvent se révéler un peu ce dont on parlait tout à l'heure, des êtres violents et absolument sans pitié. She says that a lot of your characters are not ambiguous, but they have dual personalities. They can be both violent and victims. We can feel empathy, and at the same time, we feel that they don't do the right thing. It's, you know, it's not clear-cut. Like all of us, yes? On en a parlé tout à l'heure, non, pas tout le monde. We go through our lives and we do the best that we can. We trap ourselves in our own ideas sometimes, but yes, I hope that you see these people make terrible mistakes, and yet you
see their humanity. Besoin de traduction, non? C'est bon. Oui. Il dit que ces personnages, effectivement, sont comme nous tous, en fait. Nous sommes faits de, parfois peut-être d'une forme de violence, en tout cas intérieure, et en même temps, je ne sais plus trop ce qu'elle dit, je pensais pas traduire. C'est ce qui montre aussi notre humanité, Oui, c'est qu'on peut faire, porté par un rêve, on peut faire des erreurs terribles, mais que c'est ce qui fait notre humanité. Et c'est ce qui est très beau dans le recueil de Kurt, c'est de voir ces personnes qui soit sont soumises à des destins incroyables, hein, on est parfois à la tragédie grecque, soit c'est parfaitement ridicule, ils sont faits eux-mêmes dans des rêves dingues ou des mensonges absurdes, mais il reste toujours des personnes justement plein d'humanité, hein, je crois, c'est le mot qu'il a dit, on ressent cette humanité. Oui, tout à fait. Il y a un paradoxe chez Curtin Moore, c'est que ces histoires sont tragiques, et on se dit, mon Dieu, pourvu que ça n'arrive pas. Et en même temps, on dit, ils ont fait des saloperies de mauvais choix. Enfin, pourquoi ils se sont mis dans des situations pareilles? Et en même temps, oui. Non, je vous laisse finir, j'avais une question à poser. Ah, bien sûr, bien sûr. Pendant qu'elle est encore fraîche, sinon je vais Oui, l'oublier. gardez-la bien, parce que moi, parfois, j'oublie quand je vais oublier l'humanité, vous voyez. Et en même temps, moi, quand j'ai lu, pourquoi j'ai publié Curtin Moore, c'est parce qu'il vraiment, il m'émeut. Je ressens des émotions très très fortes quand je dis ces histoires. Et encore maintenant, je peux les relire, oh, j'ai envie de chialer, quoi. I said that your story, they make me cry still after reading and overcorrecting them. I still want to cry when I read them. How do you manage that? I feel the same way. Do you cry? Do you cry when you write them? I don't cry, but if they don't move me, they will not move anyone. Oui, on a évoqué l'ambivalence des personnages, cette espèce de huis clos, des personnages qui ont beaucoup d'humanité, mais qui choisissent, qui font pas toujours les bons choix. Et en écoutant l'extrait tout à l'heure, j'ai beaucoup pensé à l'univers de Raymond Carver, en fait. Et je pense que Oui. Alors, ceux qui connaissent Raymond Carver, effectivement, on en a parlé avec Kurt. Une critique américaine, Press Review, mentioned Raymond Carver, comparing his writing to yours. Il y a une comparaison entre effectivement Raymond Carver et Kurt dans, je ne sais plus, c'est Washington Post, un grand magazine américain, un journal américain, qui a effectivement mentionné Raymond Carver. Mais on en parlait hier soir, et Kurt, what do you think about Raymond Carver if we compare him to you? Qu'est-ce que tu penses de la comparaison avec Raymond Carver? I love the way that Raymond Carver writes. I find his characters too obsessed with themselves. They don't. Raymond Carver was a terrible alcoholic, and his characters are like that. And after a while, I grow tired of them. Oui, il dit qu'effectivement, il y a peut-être une similitude entre lui et Raymond Carver, mais chez Raymond Carver, il y a l'alcoolisme qui détruit véritablement, et lui, il est très loin de ça. Je parlais juste de l'écriture et de l'univers. Mais effectivement. Oui, heureusement, oui. Je ne souhaite pas d'être comme Raymond Carver. Je publie le prochain Raymond Carver. C'est l'autodestruction. You're the next Raymond Carver, we're going to get rich. Wonderful. We'll be famous. You'll be famous. I promise not to drink myself to death. Mais il n'aurait peut-être pas écrit ce qu'il a écrit s'il avait pas eu l'alcool aussi. C'est vrai. Alors, et moi je voulais vous demander aussi, et le jazz dans tout ça, Kurt, est-ce que le fait que vous soyez musicien de jazz, ça imprime un certain rythme, une certaine musicalité à la langue? Does jazz influence your writing in a way, or your love for music? Yes. Any sentence that I write has when people speak, there is a music, you know. So
it's very important to record this music. It reveals the characters. You're talking about dialogues, but not only dialogues, about the Not whole- only dialogues. You mean your phrasing, the way you construct? Everything. I Right. work on it and work on it. The beat has to fall just right. Ouais. Il y a un rythme dans son écriture, et c'est vrai que ça rend son écriture facile à lire. Et il y a un rythme, il y a une rythmique, et c'est prenant. Il y a un côté parfois un peu même hypnotique dans ces histoires. Il y a une grande musicalité Oui, dans la prose de Kurt. Alors, je vois qu'il y a une question. Ouais, justement par rapport à ça, pour la traduction en français, comment on peut reproduire cette musicalité que C'est monsieur veut donner? Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Alors, ça vient peut-être du fait que moi j'ai été professeur d'anglais pendant 26 ans. Je suis d'origine américaine moi-même. Donc quand je lis Kurt, ton texte, il s'imprègne. Et après, comme j'ai été élevé en France, je suis né ici, moi je me dis, allez, comment ça... Vous savez, traduire, c'est pas traduire. Traduire, c'est... Justement, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que nous dirions, nous? She's asking a question about how did I manage to translate and to translate this kind of musical rhythm. Yeah. Alors, je ne dis pas que j'ai fait mieux que lui, probablement pas. Il faut rester modeste là-dessus. Une traduction, c'est toujours une trahison. Traduttore, traditore, traduttore, disent les Italiens. C'est une trahison. J'essaie de ne pas trahir. C'est-à-dire que moi, comment dirais-je? C'est compliqué. Il y a mon expérience de la langue qui a joué, et il y a le fait que je connais bien la société américaine. Et je me suis dit, voilà, en France, comment je transcris ça? J'ai pas traduit, en fait, j'ai transcrit. Comment ça se dirait ici? Voilà, c'est tout. Donc, ma réponse, c'était purement technique quelque part, vous voyez. Mais en même temps, j'ai quand même retravaillé le vocabulaire. Il y a même, parfois, j'ai un mot, c'est pas le bon mot, etc. Quand on traduit, on fait un travail littéraire quand même. Il faut que ça reste, il faut garder une qualité littéraire. Donc je me suis efforcé, et j'ai la chance, puisque j'écris moi-même, d'être un petit peu entraîné à ça. Je me suis dit, il faut pas que ça soit juste une transcription, une traduction, il faut retrouver une qualité littéraire. Il faut que quand les gens le lisent, ils n'aient pas l'impression que ça a été traduit. Voilà. Et c'est là que c'est difficile. Voilà. When two jazz musicians play the same tune, they play it differently, but it is still the same tune. Ok. Vous avez compris ça? Quand deux musiciens de jazz jouent le même morceau, et leur interprétation est différente, c'est toujours le même morceau, mais avec deux interprétations différentes. La traduction, c'est ça, en fait, c'est jouer une musique, mais sans trahir l'auteur, en fait. Là, c'est un exercice génial à faire. Alors, on y passe des heures carrées, quoi. Alors Philippe, justement, je voulais me tourner vers toi comme essayiste cette fois, parce que là on a parlé d'une très belle langue américaine, littéraire, mais toi Philippe, tu t'inquiètes dans un essai de l'influence de l'anglais sur le français et de la façon dont l'anglais, en quelque sorte, abîme, distord, transforme la langue française qu'on parle, et notamment chez les jeunes, dont tu dis, tu parles d'une langue racornie et sans saveur, c'est la langue que nous parlons, cette langue qui est qui se morcelle sous l'influence de l'anglais. D'ailleurs, c'est assez. On a vécu là en direct live, exactement ça tout à l'heure, parce que Philippe, il tient absolument à ce qu'on ne spoile pas. Voilà, je vous la fais en direct. Je l'ai assassiné et tout de suite, il m'a soumis divulgaché. Donc voilà, il ne voulait pas que je divulgache la fin des nouvelles. C'est dommage, vous ratez quelque chose, parce que la fin des nouvelles de Kurt est toujours complètement ébouriffante. Oui, ça c'est bien, justement, ébouriffante. Alors tu aurais pu dire bluffante. Oui, c'est vrai, un mot que je déteste. Maintenant je surveille ma langue, je fais attention à ce que je dis. donc toi, tu es quand même inquiet, peut-être pas outre mesure, mais enfin,
voilà, tu dénonces quand même cette influence du franglais, comme ça, de l'anglais qui nous... Alors, la première question que j'ai envie de... D'abord, est-ce que tu peux donner des exemples à part Excusez-moi. Oui, sans tout casser, je s'il vais te pas plaît. faire un cours de linguistique, vous n'êtes pas là pour ça. Mais attendez, j'ai un papier. Oui, écoutez, bon, ce bouquin, je résume en 2 mots. Moi, j'ai été professeur de langue, comme je vous l'ai dit, pendant des années. J'aime beaucoup l'anglais, qui est la langue de ma mère et de mon grand-père américain, qui était lui-même un écrivain. J'adore l'anglais, j'adore le français. Je ne suis pas contre le mélange des langues. Elles prennent l'une de l'autre, c'est un phénomène complètement naturel et normal. Et c'est pas ça qui me gêne. C'est ce qu'on appelle l'ingression. Dans le mot ingression, qui est un mot français que je n'ai pas inventé, il y a le mot agression et le mot quelque chose qui vient dedans. Il y a une invasion agressive, je trouve, actuellement, de la langue anglaise dans le français. Et je pèse mes mots. Je ne suis pas du tout un vieux pardon du Quai Conti à Paris. Je ne suis pas contre l'emprunt des langues les unes aux autres. Encore une fois, une langue qui n'emprunte jamais une autre langue, elle se racornit, elle meurt, et elle disparaît, elle s'assèche. Mais il y a actuellement, on va dire depuis, allez, trentaine d'années, grosso modo, véritablement un effet masse qui est arrivé, que les gens n'ont pas l'air de réaliser parce que c'est la langue de tous les jours, on ne fait pas attention. Mais moi, linguiste, je fais attention. Et puis je me suis rendu compte que d'autres linguistes, comme Claude Agege par exemple, eux, ils ont fait attention à ça. Ils ont dit, petite lumière rouge, le français en ce moment est en train de se faire bouffer par l'anglais. Alors il y a des gens qui disent, ouais, arrête, t'es un décliniste. Non, je ne suis pas un décliniste. Regardons les faits. Donc j'ai étudié la question attentivement. Est-ce que l'anglais est en train de bouffer le français? Alors, No, sir. no, sir. Alors, en fait, en partie, oui. C'est-à-dire que si, je donne des chiffres là-dedans. Alors, je précise, ce bouquin, c'est pas du tout un livre académique. Hein. C'est un livre que j'ai voulu... Non, il se lit très bien. Humoristique. On l'a promu avec un clip de rap, c'est pour vous dire. Clip de rap. Dedans, vous avez un marque-page. C'est marqué « Sus aux lingots scrofuleux et aux anglo-merdisants ». Donc, moi, j'ai abordé cette question de la langue par l'humour. Je pensais que c'était mieux de le faire par l'humour. Il y a même des illustrations, il y a des petits tableaux. Donc, en fait, c'est un livre en 2 parties. La première partie, je parle du français. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je donnerai peut-être 2 exemples sur pourquoi le français ne se porte pas si bien. Et puis, une autre partie sur l'anglais, j'ai appelé ça « L'invasion des angloïdes ». Donc c'est un livre qui apparemment, enfin les jeunes qui l'ont lu m'ont dit que c'est ouais, c'est sympa, c'est cool. Ah, cool, bon. Ils n'ont rien compris, ceux-là. Waouh, c'est cool. Tu n'as pas lu le livre, ne mens pas. Alors cool, oui c'est vrai, cool. C'est un mot qu'on met à toutes les sauces. Je vais prendre 3 exemples sur les mots qu'on met à toutes les sauces. Vous avez remarqué que sur l'anglais, je reste sur l'anglais, je reviendrai peut-être sur le français après. Le mot bluffant, tout le monde dit oh c'est bluffant. Mais attendez, non, stop. Bluff en anglais veut dire tromper. Ça veut dire feindre quelque chose, ça veut dire tromper. Donc si vous avez été bluffé, ça veut dire que vous avez été trompé. On s'est foutu de votre gueule en quelque sorte. Donc quelque chose qui est bluffant, pour moi, angliciste, c'est un mot qui est mal utilisé. C'est-à-dire que non, c'est pas bluffant. Si tu m'as bluffé, tu m'as trompé. Non, dis-moi ébouriffé, et tu l'as bien utilisé tout à l'heure plusieurs fois. Ouf. Voilà, je préfère être ébouriffé, étonné, ébahi, épaté. Ces mots ont disparu, ils sont plus dans le vocabulaire. Un autre mot, le mot checker. Ah, t'as checké? Non, attends, arrête. Quoi? Tu veux que je devienne un tchèque arabe? Ou tu veux que je devienne tchèque? J'ai checké, je suis devenu tchèque. Non, moi j'ai contrôlé, j'ai vérifié. Pourquoi veux-tu que j'emploie le mot checker si j'ai le mot contrôler, vérifier? Pour quelle raison? Voilà. Autre exemple, attendez, excusez-moi, mais j'ai perdu mon papier. J'avais mis quelques exemples, ça. Quelqu'un m'a volé mon papier. Au voleur, ma cassette. Il y avait le mot bluffé, il y avait le mot ça, et puis, le mot booster. Vous avez remarqué que, regardez les publicités, regardez les magazines, booster. Vous avez rentré dans un magasin, un supermarché, c'est booster. Et moi, j'ai trouvé 15 mots français qui remplacent le mot booster. Et je dis, pourquoi est-ce que vous voulez remplacer 15 mots français qui sont subtils, qui sont riches, par un seul mot angloïde qui a appauvri complètement l'expression? Vous voyez, et c'est en ça que je dis que le français est en train de maigrir
de s'appauvrir, et cette ingression d'un seul mot anglais transformé en français qui remplace tout, ça dégage tous les lexiques, tout le lexique riche du français, et les gens vont en parler de plus en plus pauvres. Alors, c'est peut-être pas... Là, je me permets quand même une petite remarque, surtout sur booster, parce que c'est un exemple drôle. Effectivement, c'est vrai que le mot booster a littéralement anéanti de notre vocabulaire tous les synonymes possibles. Ceci dit, d'où vient le mot booster? Eh bien, figurez-vous, comme la plupart des mots anglais qu'on utilise, eh ben, du bon vieux français. On a d'ailleurs dans bouton les Anglais. Il y a non. Non, Ah booster bon ne vient pas de booter. Ah bon? Ah, j'ai cherché. Hein. Oh là là, je me suis fait. comme je me ouais. fais Oui, est-ce qu'on pourrait booster les Anglais en de France? Ben non. C'est pas ça? Non, booster, c'est un Je l'ai mot qui est toujours probablement d'origine plutôt anglo-saxonne, véritablement. Ah oui, donc ça C'est-à-dire stimuler, en fait, qui veut dire propulser. Voilà. D'accord. Booster, voilà. Bon ben voilà, je me suis plantée. Non, Mais ceci dit, bravo. Non mais ceci dit, c'est quand même vrai d'énormément de mots Oui. qui nous reviennent en boomerang. Oui. Parking, c'est le français parquet. Kitchen, c'est cuisine. Enfin, il y a énormément de mots. Il faut quand même. L'anglais, c'est quand même du français mal parlé. Hein, pardon. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Oui. Mais donc, il y a énormément de mots qui Oui. nous reviennent sous la forme Oui, américanisée, mais qui sont en fait des mots qui sont. Il y a d'abord eu le phénomène inverse. Hein. On a d'abord, nous, Moyen-Âge, oui. Tout à fait. influencé l'anglais, et puis les mots nous reviennent. Oui, sauf que le français a créé 60% de l'anglais, c'est vrai. Mais les Anglais avaient une langue, c'était l'anglo-saxon, l'anglo-normand, etc. Ils avaient leur langue. C'est vrai que le français est venu en Angleterre ou vice-versa, les Anglais ont été ici, et c'est vrai que le français a formé beaucoup de l'anglais, mais ça s'est formé sur des siècles. Là, je vous parle d'un phénomène massif qui s'est fait en 30 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on a dégagé, stimulé, propulsé, là, on est arrivé au mot booster. Voilà. Et c'est ça que je dénonce. C'est pas, encore une fois, c'est pas le fait qu'on peut pas employer. Il faut employer des mots anglais, bien sûr. Moi, je vais jamais vouloir remplacer le mot week-end par autre chose. C'est très bien le mot week-end, gardons-le. Et même milkshake, je vais pas mettre mousselet. Il y a des puristes qui ont dit qu'il faut mettre mousselet. Il faut plus appeler un milkshake, il faut dire un mousselet. Je dis, attends, il faut peut-être pas exagérer non plus. Va pour le milkshake. Vous voyez, il y a plein de mots. Donc, moi, j'explique tout ça dans mon bouquin, etc. Oui, d'ailleurs, vous dites que alors, vous n'êtes ni décliniste, ni optimiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en linguistique, et par rapport à cette question de l'influence de l'anglais et surtout de l'américain, il y a un peu deux camps. Il y a les optimistes, alors vous citez Henriette Walter, qui disent mais non, c'est pas grave, c'est normal, ça passera, c'est comme une maladie infantile, on s'en remettra très bien. Et puis il y a d'autres qui disent ah, c'est l'effondrement, c'est la fin de notre identité, c'est la fin de la langue, on est foutu. Bon, et toi Philippe, Non. tu tiens une mesure plus juste en disant moi je ne suis ni démesurément optimiste, parce qu'il faut quand même s'inquiéter, mais je ne suis pas non plus effondré, décliniste. Alors, la langue française ne va pas disparaître. Hein, il y a plus de 200 millions de locuteurs dans le monde, même plus que ça. C'est la 4e langue parlée dans le monde, hein, le français. Donc, le français n'est pas en danger de disparition, pas du tout. En tant que langue, elle est bien implantée, le français va bien quelque part, quantitativement. Mais qualitativement, je m'inquiète d'une déperdition de vocabulaire qui est massive, je trouve. Voilà. Et c'est pas la même chose. Voilà. Et est-ce que c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a un certain succès de la francophonie, hein, on parle français dans heureusement. Le français est parlé. Oui, j'en parle de ça aussi, de la francophonie. Voilà, tu le rappelais. Et est-ce que finalement, dans les pays francophones, on subit cette érosion du français par l'anglais, ou est-ce que c'est spécifique à l'Hexagone? Non, alors le français ne bouffe pas les autres langues, par contre l'anglais bouffe les autres langues. C'est-à-dire les Espagnols, les Allemands et même les Britanniques ont alerté récemment sur une déperdition de la qualité de l'anglais. Ça, chez les Britanniques. Les Italiens, les Allemands et même les Américains ont commencé à légiférer, notamment en Californie, contre l'invasion de l'espagnol, par exemple. En Allemagne, ils ont commencé à se poser des questions sur l'invasion de l'anglais, à tel point que les universités allemandes
qui il y a quelques temps faisaient tous leurs enseignements en anglais pour être dans la mouvance mondialiste, ont dit stop, on va réintroduire notre propre langue dans les universités et on refait les cours en allemand. Les Espagnols ont commencé commencent à paniquer un petit peu, parce que le mot checker, vous voyez, et on le trouve en allemand, checken, et en espagnol, checker. Donc ils se sont dit, attendez, arrêtez, là. Nous avons nos langues, etc. Alors, l'espagnol est en train de bouffer un petit peu aux États-Unis, mais c'est pas pour ça qu'ils bouffent l'anglais. Là, ils se mélangent, c'est vrai. Mais là, je dirais, il y a presque une excuse, c'est que beaucoup d'États américains, notamment du Sud, étaient espagnols avant d'être anglo-saxons. Donc, on peut expliquer historiquement qu'il y a une influence de l'espagnol, et puis par l'hispanisation aussi. Je crois que c'est l'anglais qui est relativement agressif, je pense. Et alors, ça rejoint la question de l'économie aussi. Et comme je suis également, j'ai été pendant longtemps professeur d'économie dans l'école de business où je bossais, l'école de business, je ne devrais pas dire l'école de commerce, d'ailleurs je le dis ici. Et alors, j'ai parlé, oui, j'ai ici que j'étais... Ah oui, de management peut-être, c'est le mot que tu cherches. Ouais, j'ai fait un cours de critique économique dans une école de commerce et non une business school. On dit tout business school maintenant. Non, l'économie a un rôle dans cette histoire. Et moi j'ai abordé cette question de l'économie, pas du tout pour faire un cours d'économie, mais pour expliquer que la langue qui prévaut, c'est toujours la langue du maître. Et qui est le maître actuellement? Il faut bien le dire, et je ne veux pas faire de politique ici, mais c'est le capitalisme à l'américaine, à l'anglo-saxonne. Et ce capitalisme, il a, de façon plus ou moins volontaire, mais avec notre assentiment, notre autocolonisation, ce que j'appelle l'autocolonisation linguistique, et avec ce que j'appelle la coca-colanisation, nous sommes en France aplatis devant le système économique anglo-saxon, américain notamment, et anglais, et la langue va avec. La langue va avec. Le français, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à la langue gauloise, ni plus ni moins. Le gaulois a disparu, il n'y a plus de vocabulaire gaulois, parce que c'est les gallo-romains, c'est la Rome, l'invasion romaine, avec ce qu'elle nous a apporté aussi, effectivement, en effet. Ça apporte pas que du mal, ça apporte aussi des civilisations. Ça a créé le français. Là, on peut discuter du... Le français, c'est du latin mal parlé. Oui, ça doit être ça, oui. C'est toujours comme ça, l'évolution des langues. On parle mal la langue du maître parce qu'on est un colonisé. Et donc, nos ancêtres, ils avaient un accent, les Gaulois, et ils se sont mis à parler latin avec un super accent. Et puis ça a pris quelques siècles à faire la langue de Molière. Mais on y arrive quand même. Ça a fait le québécois, vraiment. Ça a fait le québécois, oui. Et c'est ce qu'on dit, on dit que c'est vraiment le français d'avant. Bah, oui. Moi je sais pas. Oh, oui. Moi j'ai vraiment du mal à imaginer que les gens ici parlaient comme ça autrefois. Peut-être sans jaser. Tu vas pas me charrer avec ça. En tout cas, voilà, c'est une autre vision du français. Alors, Philippe, comment résister à cette influence délétère qui fait qu'on perd quand même la puissance de notre langue, tout l'éventail, toute la richesse de l'expression. Tu as ce mot assez dur, tu dis que les jeunes sont des handicapés de l'expression. Oui, je l'ai vu dans mon école. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à cette langue américaine qui grignote petit à petit? Je pense que c'est pas qu'une question de la langue étrangère, c'est une question de d'abord aimer sa propre langue, aimer sa richesse, prendre des autres langues aussi, bien sûr. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas booster hors de France tous les mots étrangers. Vous savez que le français fait de l'arabe, etc., etc. Non, il faut faire aimer la langue aux gens. Et aimer la langue, c'est aimer la poésie, aimer la littérature, trouver les mots rigolos. Moi, j'essaie de montrer que la francophonie actuellement, et qu'il faut promouvoir la francophonie. La francophonie des autres, pas simplement des Français franco-français. La francophonie qui vient des Antilles, qui vient d'Afrique. La francophonie qui se porte très bien d'ailleurs. Et qui ont inventé leur propre langue française. C'est peut-être pas la nôtre, mais c'est une langue française. Elle est riche, elle est drôle, elle est puissante. Donc c'est en faisant aimer toutes ces langues françaises qu'on va peut-être pouvoir... Et puis et là je vais parler comme un vieux con, mais c'est de revenir à des vieilles méthodes d'enseignement de l'écriture et de la lecture. Les bonnes vieilles méthodes simples, syllabiques, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis inciter les gens à leur lire des histoires.
pourquoi est-ce qu'on emmerde les jeunes avec Madame Bovary ou avec... Alors, Baudelaire, c'est une autre histoire. C'est de la poésie, c'est magnifique. Madame Bovary, moi je comprends que des jeunes n'aient pas envie de lire Madame Bovary au lycée. Bah oui, c'est un livre sur l'ennui et ça marche vachement bien, ils le comprennent bien parce qu'ils s'ennuient, on le lit. Ils s'emmerdent, donc ils comprennent parfaitement de quoi ça parle. Alors quelqu'un avait dit, pourquoi est-ce qu'on embête les jeunes à l'école avec du Baudelaire? Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune de 14 ans comprenne? Un mec qui se droguait, qui aimait les putes. Enfin, bon, je comprends. Oui, en même temps, pour que les gens viennent à Madame Bovary et à Baudelaire, il faut peut-être inciter, donner envie aux jeunes de lire des choses qui, eux, les intéressent. Je crois qu'ils s'intéressent pas mal à la drogue et aux putes. Excuse-moi, je ne veux pas être... Je pense au contraire que c'est des thèmes qui peuvent accrocher les jeunes de 14 ans. À travers les vidéos, mais pas à travers la littérature. Il faut leur donner envie de lire. Et c'est ça qui... leur faire apprendre la langue française par des méthodes simples et logiques et cohérentes, leur faire aimer la littérature, les mots, leur montrer comment les mots sont un jeu, combien les mots sont riches, combien les mots peuvent faire rire. Je donne un seul exemple, en francophonie. Quand un type il a une érection, on dit pas il a une érection, on dit alors t'es allé voir ton Jules? Ah bah oui, je suis allé le voir. Bah non, il avait la poutre apparente. Bon, voilà, ça c'est sexuel, ça, mais voilà, il faut faire aimer les mots et les images, les choses qui sont drôles, qui parlent aux jeunes. Et c'est en leur donnant l'amour de ces mots, de ce vocabulaire, Rabelais par exemple, qui est pourtant difficile. Hein. Rabelais, c'est pas évident, hein, surtout dans le texte. Hein. Par contre, moi je me souviens que mes filles, à l'école, Madame Bovary, ça les emmerdait, mais parfois, ma fille me parlait encore de Rabelais. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré, regarde comme tu vois, c'est fondard, quoi. Et c'est vrai, c'est fondard. Voilà. Moi, j'ai pas de solution. La solution, c'est Creative More, c'est les gens qui sont là, qui lisent, qui aiment les livres, qui transmettent leur amour des livres aux gens autour d'eux, leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est ça, peut-être, fermer la langue. Alors, dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Qu'est-ce que vous pensez des textes de rappeurs? Parce il y en a d'excellents. Des textes formidables. Bien sûr, avec une langue tout à fait, absolument. C'est pour ça que nous on a fait un texte de rap, pour ça, pour montrer qu'on n'était pas que des vieux cons. Oui, le rap, il y a des choses qui sont nulles, mais il y a des choses extraordinaires dans le rap. Puis c'est une langue écrite, c'est un travail sur la langue. C'est extrêmement... Enfin, moi, il y en a que je trouve vraiment formidable. Et je pensais que, en définitive, plus on a de mots, plus on est subtil dans la communication. Ouais. Et le risque d'avoir un mot à la place de 15 mots fait une communication beaucoup moins bonne, beaucoup moins claire. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est le manque de subtilité. Pourquoi pas utiliser boosté à certains endroits, mais à d'autres. Bien sûr. Et ça, c'est les plus compliqués. C'est très intéressant ce que vous dites. La dame a absolument raison, la question de la subtilité. Les nuances dans les mots. Et dans ces 15 mots qui pourraient remplacer le mot boosté, il y a des nuances. Et en fonction du contexte où vous êtes, vous pouvez le... Voilà. Moi, c'est plus ça qui me gêne. Oui. C'est que ça manque de subtilité. Cette déperdition-là, c'est de ça dont je parle dans mon livre, effectivement. Oui. Juste avant, je vais parler des jeunes hommes de banlieue qui inventent une langue qui n'est pas écrite. Oui. Ils inventent beaucoup de mots qui ne sont pas bien reconnus et qui sont pourtant souvent très politiques. Oui. La langue de banlieue. Alors il y a du bon et du moins bon, c'est vrai, oui. Oui. C'est la première chose. La deuxième, c'est une petite pique à mon ami qui j'ai lu le livre, je suis pas d'accord avec tout, et en particulier Heureusement. quand il dénonce la prononciation des gens, en disant notamment qu'on ne sait pas faire la différence entre futur et proposition. Et, oui. Ça, je n'ai jamais su la faire. Ouais. Parce que moi, j'appartiens à une région de France Oui, tout à fait. où on ne sait pas faire la différence entre les différents et. Oui. Tous Oui. les et sont fermés. Donc. Oui, en France, oui. Tout à fait. Et chaque région Oui. a son accent et aussi ses mots régionaux. Oui, oui. Et ça, On en a parlé de ça. Mais je suis pas d'accord, on en a parlé. Je suis Oui, pas oui. d'accord qu'on critique ça. Alors, c'était pas dans le sens de prononciation générale, c'est dans le sens, par exemple, où
Si quelqu'un parle dans une chanson, par exemple, si quelqu'un dit je t'ai aimé, c'est pas la même chose que si je t'ai aimé. Hein? Et c'est de ça dont je me moquais en fait. Mais ça c'est vraiment anecdotique, hein. Franchement, c'est anecdotique dans mon bouquin. Ouais. Beaucoup de gens, les linguistes se moquent Ouais. des ploucs, des régions qui ne Ah oui, non, moi je me moque pas de ça, moi. Non. Non, moi je me moque pas de ça, total respect. non, je me moque pas des parlers régionaux, au contraire pour lesquels j'ai dit au contraire, gardez-les, vos prononciations, votre musique linguistique de vos régions, gardez-les, c'est important, sinon on va s'emmerder. Surtout que ça fait partie du français, bien sûr, absolument. Comme de l'anglais d'ailleurs, hein. Chaque langue a ses accents, et ça fait partie de la langue finalement. Quelqu'un à Saint-Étienne, un Stéphanois ou un Lillois ou un Marseillais, c'est quoi le vrai français? C'est le français de Paris ou c'est le français de Marseille? On dit toujours que le français standard, c'est celui de Touraine. En fait, c'est une légende. Enfin, moi, je trouve que le provençal... Oui, c'est Tourangeau, probablement. Non, c'est vrai que l'Institut de Touraine, où les étrangers viennent apprendre le français, ils viennent là. C'est vrai, à Tours. Mais le français de Bretagne et celui d'Alsace vaut celui de Provence, qui vaut celui du Pays Basque, évidemment, bien sûr. Au contraire, il faut une variété. Au contraire, il faut une variété. Et tu as même des gens très forts, ce sont ceux des Antilles. Oui. Qui ont un accent prononcé Ouais. et qui parlent en même temps le français de manière extraordinaire. Tout à fait. Les Africains aussi. Le Bénin, les Béninois parlent un français extraordinaire. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Non. Ouais. Et il y a une multiplicité de français, c'est une évidence. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut préserver cette multiplicité des français. Ouais. Bon, alors je vous propose d'aller découvrir les ouvrages en anglais et en français de Kurt et de Philippe au stand de la librairie Calligramme et de passer quelques instants avec eux. Je vous rappelle que demain à 14h nous recevrons Christophe Mailly, prix Mallarmé de poésie, avec Mathieu Jiménez qui arrivera du Mexique. Ensuite nous rencontrerons Bernard Thomasson de France Info et Denis Montebello fermera la marche. Dimanche, il y aura un débat sur l'aventure et sur l'écologie plus tard, et la lecture de poésie avec Sébastien Minot et Sophie Grenaud. Je dis juste un mot des caviardages qui sont ces tableaux magnifiques que vous aurez le loisir de regarder. Ce sont des poèmes de Sophie Grenaud qui sont extraits de... j'ai perdu. Ah ben non, il est là. De ce petit recueil. C'est des textes tout à fait originaux qu'elle crée à partir d'un premier texte très ennuyeux, peut-être Madame Bovary. Et elle caviarte, c'est-à-dire qu'elle va raturer pour extraire une phrase nouvelle qui est un poème. Donc profitez-en et venez rencontrer nos deux auteurs. Bonne soirée à tous, peut-être à demain. Et merci d'être venus.